Chaque année dans le monde, plus de 12 millions de tonnes de tomates sont transformées en ketchup. Kraft Heinz, à lui seul, embouteille 650 millions de bouteilles rouges par an, de quoi faire 3 fois le tour de la planète. Tout naît d'une tomate qui ne se vend dans aucun supermarché, cultivée sous le soleil de Californie. Aujourd'hui, on entre au cœur de Heinz, la marque fondée par Henry Heinz en 1869. Et on voit comment 6 kilos de tomates mûres deviennent 1 kilo de la sauce qui remplit la moitié des burgers de la planète. Tu verras des moissonneuses de 1000 tonnes par jour, des chaudières qui réduisent le fruit au quart, des lignes qui tirent plus de 1000 bouteilles par minute et un pH de 3,9 qui conserve la sauce pendant des années sans un seul additif. Dans les prochaines minutes, on parcourt toute la chaîne. On monte dans la vallée centrale de Californie, où pousse 95% de la tomate industrielle des États-Unis. On verra une tomate différente, plus petite, plus rouge, presque sans eau, conçue par Heinz dans son programme secret Heinz Seed. On grimpe sur les moissonneuses nocturnes, machines jaunes de la taille d'une maison qui arrachent jusqu'à 1000 tonnes par journée. On entre à l'usine de Lemoore, l'une des plus grandes fabriques de concentré de tomates au monde, avec ses chaudières hot break et ses cuves aseptiques, où la pâte attend de voyager vers les embouteilleurs de l'Ohio, du Mexique et de l'Espagne. Reste jusqu'à la fin, je te raconte la vérité sur les fameux 57 ingrédients. Commençons par le champ. L'histoire du ketchup industriel ne commence pas dans une cuisine, elle commence dans un laboratoire. La tomate de ces champs a presque la taille d'un œuf, avec une peau épaisse et une chair dense d'un rouge intense. Elle a 5% de matière sèche, presque le double d'une tomate normale, et mûrit tout en même temps pour que la moissonneuse ne passe qu'une seule fois. La Californie fournit 95% de la tomate industrielle du pays, environ 10 millions de tonnes par an, sur une surface équivalente à celle de Majorque. Quand vient le mois d'août, le spectacle change. Sur les chemins de la vallée se déplacent d'énormes machines jaunes, les moissonneuses. Chacune mesure plus de 12 mètres et avance à environ 5 km par heure, dévorant des rangées entières. Elle arrache la plante, la secoue sur un tapis vibrant et laisse tomber la terre et les feuilles par l'arrière. En haut, des caméras optiques examinent chaque tomate en millièmes de seconde et, d'un souffle d'air, écartent les vertes ou abîmées. Les bonnes continuent jusqu'à une remorque qui roule à côté en parfaite synchronie. Une moissonneuse récolte jusqu'à 1000 tonnes en 24 heures et ne s'arrête pas la nuit. Pourquoi nocturne ? Parce qu'à cette heure-là, le fruit est plus froid, arrive moins meurtri et on évite la fermentation sous le soleil californien, qui dépasse les 40 degrés. En moins de 4 heures, ces remorques arrivent à l'usine. L'une des plus grandes du monde est à Lemoore, en Californie, du groupe Morningstar, qui broie plus de 5 millions de tonnes par an et approvisionne Kraft Heinz et Unilever. Entre juillet et octobre, l'usine ne dort jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les camions déchargent sur des canaux d'eau où un courant doux entraîne les tomates vers l'intérieur. Cette première étape lave la terre et refroidit le fruit. Ensuite, il passe par des tables de sélection où des ouvriers en uniforme blanc retirent à la main les défauts. Un scanner optique final photographie chaque fruit et, s'il a une tache, un jet d'air le dévie au rebut. Et maintenant vient le moment clé, celui qui décide la texture finale du ketchup. Les tomates propres entrent dans des broyeurs où elles sont cassées en quelques secondes. Mais il y a un détail technique qui change toute la recette, la température. Il existe 2 méthodes. La première, cold break. On broie à environ 60 degrés. Les enzymes restent actives et décomposent la pectine, donnant une pâte plus fluide, parfaite pour les jus et les soupes. La seconde, hot break. Le fruit est chauffé d'un coup à plus de 90 degrés avant d'être broyé. Ce choc thermique tue les enzymes, conserve la pectine intacte et produit une pâte épaisse, visqueuse,
capable de rester collé à une frite. Le ketchup Heinz se fait toujours en hot break. C'est pourquoi il a cette lenteur célèbre à sortir de la bouteille. Puis vient la concentration. La pulpe chaude entre dans des évaporateurs à triple effet qui éliminent la plus grande partie de l'eau. Il fonctionne sous vide, ce qui permet de faire bouillir la tomate à moins de 70 degrés sans la brûler. Ici a lieu le miracle physique du ketchup. 6 kg de tomates fraîches se réduisent à 1 kg de pâte concentrée d'un rouge sombre. La concentration passe de 5% de matière sèche à 32%, ce que l'industrie appelle « tomato paste 32 brie ». Cette pâte est refroidie, stérilisée et stockée dans des poches aseptiques de 200 litres, où elle se conserve 1 an. Depuis le Moore, elle voyage en citerne vers les embouteilleurs de Kraft Heinz, Fremont dans l'Ohio, Nuevo Laredo au Mexique et Pittsburgh, où tout a commencé. Et c'est ici qu'entre la recette, le secret que Heinz a gardé sous clé pendant des décennies. La pâte est déchargée dans des chaudières en acier inoxydable et mélangée avec du vinaigre blanc distillé, du sirop de maïs ou du sucre de canne selon le marché, du sel et un mélange secret d'épices. Oignons, ail, clous de girofle, cannelle, piment de la Jamaïque et moutarde moulue. Le fameux chiffre 57 qui apparaît sur chaque bouteille n'est pas le nombre réel d'ingrédients. Aujourd'hui, il y en a à peine 6 ou 7. C'est un slogan que Henry Heinz a inventé en 1896 en voyageant en train quand il a vu une publicité pour 21 modèles de chaussures et a décidé que 57 sonnait mieux. Le résultat a toujours un pH de 3,9, une acidité si haute qu'aucune bactérie dangereuse ne survit. C'est pourquoi le ketchup se conserve pendant des années sans conservateur, juste grâce au vinaigre et à l'acide naturel de la tomate. Après le mélange, la sauce est pasteurisée à plus de 90 degrés et entre dans la ligne d'embouteillage. À Fremont, dans l'Ohio, les tapis font passer plus de 1000 bouteilles par minute, remplies au millimètre exact par des buses doseuses. Une capsule argentée scelle le col, une étiquette enveloppe la bouteille et un code laser grave la date et le lot en moins d'1 seconde. La température de remplissage, 85 degrés, crée un vide en refroidissant et garantit qu'aucun air n'entre. Chaque heure sortent plus de 60 000 bouteilles, prêtes à voyager vers plus de 200 pays. Kraft Heinz facture plus de 26 milliards de dollars par an et le ketchup est son produit phare avec une part de marché de 70% aux États-Unis et plus de 80% au Royaume-Uni. En Espagne, l'usine d'El Puig approvisionne tout le sud de l'Europe. La même ligne fabrique les sachets de McDonald's à 800 par minute. Alors la prochaine fois que tu presses une bouteille rouge sur tes frites, pense à tout ce qu'il y a dedans. Une graine créée dans un laboratoire secret de Californie. Une tomate dense, mûrie sous 40 degrés de soleil. Une moissonneuse nocturne qui arrache 1000 tonnes en un jour. Une chaudière hot break qui chauffe la pulpe à plus de 90 degrés. Un évaporateur qui réduit 6 kg de fruits à un seul. Un pH de 3,9 qui la conserve pendant des années sans conservateur. Et une ligne qui remplit plus de 1000 bouteilles par minute dans l'Ohio, au Mexique et à Valence. Dis-moi en commentaire, combien de bouteilles de ketchup as-tu ouvertes dans ton frigo? Et ne rate pas la prochaine vidéo, on entre dans une autre usine gigantesque, celle qui produit 800 millions de pots de moutarde par an. Si ce parcours chez Heinz t'a plu, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, on ouvre une nouvelle méga fabrique du monde. Sur une seule plantation au sud des Philippines, 26 000 hectares de terre rouge donnent 700 000 tonnes d'ananas par an, soit près de 2000 tonnes par jour, de quoi remplir plus d'1 milliard de boîtes et nourrir la moitié de l'Europe en dessert pendant 1 an. Et tout commence par une plante qui met 18 mois à donner son premier fruit. Aujourd'hui, on entre dans la plus grande usine d'ananas au monde, à Bukidnon,
Et on regarde comment Del Monte transforme la jungle en rivière dorée de conserve. Tu vas voir des moissonneuses à bras de 19 mètres, des machines qui pèlent 100 ananas par minute, des autoclaves gros comme un camion, et une armée de 24 000 ouvriers entre les rangs, jour et nuit. Commençons par la terre. La plantation Del Monte de Bukidnon couvre 26 000 hectares, soit plus de 36 000 terrains de football. Elle se trouve à 700 mètres d'altitude, sur des sols volcaniques profonds, et surtout hors de la ceinture des typhons. C'est pour ça qu'ici, l'ananas pousse toute l'année sans risque d'être détruit. Sur chaque hectare, on plante 74 000 pieds, en rangées doubles séparées par des allées étroites où une personne tient à peine. Les plantes ne naissent pas de graines, elles naissent de la couronne verte d'un autre ananas, coupé à la main et enterré légèrement incliné. À partir de ce moment, il faut attendre 18 mois pour le premier fruit. Chaque plante vivra environ 3 ans et ne donnera que 2 ananas en tout. Donc, un seul fruit, c'est 1 an et demi d'irrigation, de fertilisation et de surveillance par des milliers d'ouvriers agricoles. Quand vient la récolte, le spectacle change. Dans les champs avancent d'étranges machines qui ressemblent à des avions sans ailes. Ce sont les moissonneuses Del Monte, des camions avec un bras articulé jusqu'à 19 mètres, qu'on appelle des booms. Sur ce bras défile un tapis éclairé par des projecteurs, car la récolte ne s'arrête pas la nuit. Derrière le bras marchent les cueilleurs, avec gants épais, manches longues et genouillères pour se protéger des feuilles, qui coupent comme des lames. Chacun couvre 2 rangées à la fois. D'un geste sec, ils arrachent l'ananas mûr, retirent la couronne et le jettent sur le tapis. Le tapis emporte le fruit vers d'énormes conteneurs sur camion, de 7 tonnes chacun. Dès qu'un camion est plein, un autre prend sa place. Les équipes parcourent des kilomètres par jour. Et en moins de 24 heures, cet ananas qui poussait au soleil attend déjà son tour à l'entrée de l'usine. L'usine est à Bugo, un quartier industriel de Cagayan de Oro, à 1 heure de camion de la plantation. La première chose qu'on voit à l'entrée, ce sont des montagnes d'ananas frais déversés en vrac sur de larges tapis d'acier. Les fruits tombent dans de longs bassins d'eau froide, où des milliers de gels et laves et emportent terre, feuilles et restes d'insectes. De là, ils passent par des rouleaux rotatifs qui les sèchent et les alignent. Puis ils entrent dans les calibreuses, des machines avec des anneaux de diamètre différents qui laissent tomber chaque ananas par l'ouverture de sa taille. Les plus gros vont à la ligne de tranche, les moyens en morceaux et en dés. Les petits ou déformés filent vers le jus concentré et la purée. Ici, rien ne se perd. Chaque minute, plus de 3000 ananas passent par les tapis de calibrage, tous dans la même direction, comme une rivière jaune et verte qui rugit sous les lumières blanches du hall. Et c'est alors qu'apparaissent les vedettes, les machines Ginaka. Une vraie légende industrielle. Inventées par l'ingénieur Henry Ginaka en 1913 pour James Dole, elles sont depuis le cœur de toute usine d'ananas en conserve. Les versions modernes utilisées par Del Monte à Bugo traitent chacune 100 ananas par minute. Le fruit entre entier d'un côté, se centre tout seul, et un cylindre de couteau affûté descend sur lui. En moins de 2 secondes, la Ginaka arrache l'écorce, coupe les bouts, retire le cœur dur et laisse un cylindre parfait de chair jaune. Derrière chaque machine, un opérateur en blanc, casque et masque, veille à ce qu'aucun fruit ne se coince. Les cylindres passent aux trancheuses, qui les coupent en anneaux d'1 centimètre ou en morceaux triangulaires pour les boîtes mixtes. L'écorce et le cœur ne sont pas jetés. On en extrait du jus et une usine voisine les transforme en biogaz pour l'usine même.
Vient maintenant le remplissage. Les tranches arrivent aux boîtes vides, fabriquées sur place sur une ligne annexe de Del Monte qui produit ses propres emballages en fer blanc. Des bras mécaniques placent entre 6 et 10 anneaux dans chaque boîte. Aussitôt, une buse injecte le sirop chaud, eau, sucre et jus naturel d'ananas à environ 80 degrés. La température n'est pas un hasard. Le sirop chaud chasse l'air à l'intérieur et, en refroidissant, crée un petit vide essentiel à la conservation. Juste après, une machine ferme le couvercle métallique d'un double pli hermétique, opération appelée sertissage. La vitesse ici est brutale. Les lignes les plus rapides de Bugo scellent plus de 600 boîtes par minute. Chaque boîte reçoit un code laser avec le lot, la date et l'usine d'origine. De ces lignes sortent plus d'1 milliard de boîtes par an, selon les chiffres publics de Del Monte Pacific. Mais une boîte fermée n'est pas encore une conserve. Pour qu'elle voyage des milliers de kilomètres sans s'abîmer, il faut tuer tout micro-organisme resté à l'intérieur. C'est ici qu'interviennent les autoclaves. Des cylindres d'acier de la taille d'un camion qui avalent des centaines de boîtes à la fois. Les boîtes sont chargées dans des paniers métalliques et entrent dans l'autoclave. La porte se ferme avec un mécanisme proche de celui d'un sous-marin. À l'intérieur, la vapeur sous pression monte à 121 degrés Celsius et y reste environ 30 minutes. À cette température, aucune bactérie, aucun champignon, aucune spore ne survit. Pas même le redoutable Clostridium botulinum. Sans cette étape, les boîtes gonfleraient et pourriraient en semaines. À la sortie, on les refroidit à la douche d'eau pour stopper la cuisson. Et un scanner à rayon X vérifie chacune, sans fragments métalliques ni défaut de scellage. Si une seule boîte échoue, tout le plateau part au rebut. Quand la boîte passe tous les contrôles, vient l'emballage. Des tapis mécaniques enveloppent chaque boîte d'une étiquette imprimée selon le marché, anglais, arabe ou espagnol. Les boîtes sont regroupées en cartons de 12 ou 24 unités, les cartons en palettes, et les palettes partent dans des conteneurs maritimes au port de Cagayan de Oro. Del Monte Pacific exporte de l'ananas dans plus de 40 pays et réalise plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Son grand rival est Dole, l'autre entreprise fondée à Hawaï, qui exploite aussi des plantations aux Philippines et en Thaïlande. Les Philippines sont aujourd'hui le deuxième producteur de la planète, juste derrière le Costa Rica, avec 2,7 millions de tonnes par an. Et une bonne partie sort d'un seul endroit. C'est 26 000 hectares à Bukidnon, où la terre volcanique nourrit la moitié du monde en tranches dorées. La prochaine fois que tu ouvres une boîte d'ananas au sirop, pense un instant à tout ce qu'il y a dedans. 18 mois d'attente pour qu'une couronne verte donne un fruit. Une équipe qui marche sous le soleil derrière un bras de 19 mètres. Une Jinaka qui pèle ton fruit en 2 secondes. Un autoclave qui le stérilise à 121 degrés. Et un conteneur qui traverse le Pacifique pour arriver sur l'étagère de ton supermarché. Tout ça pour moins de 2 € la boîte. Dis-moi en commentaire, combien de boîtes d'ananas as-tu en ce moment dans ta cuisine? Et puisqu'on parle des Philippines, ne rate pas la prochaine vidéo de la chaîne. On entre dans une autre usine monstrueuse, celle qui produit 70 000 tonnes de lait de coco par an et fournit presque tous les restaurants asiatiques de la planète. Si ce parcours chez Del Monte t'a plu, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, on ouvre une nouvelle méga fabrique du monde. Chaque année, on crée dans le monde des matériaux qui semblent fragiles, mais arrêtent les balles, supportent des températures infernales et survivent à l'espace. Et le plus redoutable d'entre eux est né sous forme de tasse à thé. Comment se fait-il que la fine porcelaine chinoise, issue de la secrète capitale de la céramique, se soit transformée en blindage pour soldats et en cœur de réacteurs d'avion? Pourquoi cette substance qui se brise en tombant pulvérise-t-elle une balle en 1 milliseconde?
Il existe un mécanisme caché dont on ne parle ni dans les musées ni dans les boutiques. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez une vérité surprenante sur la céramique qui transforme les guerres, l'aviation et la notion même de résistance. D'abord, la porcelaine chinoise traditionnelle, reine de Jingdezhen, capitale de la céramique. L'argile y est particulière, du kaolin, pur aluminosilicate des montagnes, sans fer pour éviter le jaunissement. On la prélève, on la pulvérise, on la mélange au feldspath et à la roche argileuse. Le mélange, 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, est broyé dans l'eau jusqu'à consistance crémeuse, filtré, pressé dans des moules. Les pièces glacées sèchent pendant des semaines car l'épaisseur doit rester inférieure à 5 mm, sans quoi elles se fissurent. Première cuisson à 870 degrés. Le biscuit, poreux comme du pain. Puis la glaçure, mélange de feldspath, de quartz, d'ocre, qu'on applique avant une deuxième cuisson à 1700 degrés dans des fours à bois pendant 12 heures. Le feu rugit, la température monte lentement, le quartz fond, comble les pores, la glaçure vitreuse étincelle comme un diamant. Le service obtenu est fin, translucide, teinte comme du cristal, résiste à l'eau bouillante 100 ans sans fissure. Les Chinois gardèrent le secret 1000 ans, les Européens l'imitèrent à Meissen en 1710, mais sans kaolin pur, le résultat était grisâtre. Aujourd'hui, Jingdezhen produit 500 000 tonnes par an, exportées vers 100 pays. Mais la porcelaine, c'est pour les tasses. La céramique technique, elle, sert au combat et à l'espace. La recette de base est similaire, mais les additifs changent tout. Blindage, carbure de silicium ou carbure de bore. Argile, plus silicium, plus carbone. Compression à 30 000 psi. Cuisson à 2538 degrés dans des fours sous vide. Résultat, des plaques de moins de 10 mm d'épaisseur. Dureté 9,5 sur l'échelle de Mohs. Densité 2,5 g par cm3, 2 fois plus légère que l'acier. Les balles sont stoppées ainsi. À l'impact, la céramique pulvérise le projectile en poussière. L'énergie est absorbée par un renfort composite en Kevlar ou en polyéthylène. Dans les gilets par balles, ESAPI, 6 kg de céramique encaissent près de 8 mm à 853 mètres. Dispersion du projectile à l'échelle du micron. L'armée américaine achète 2 millions de plaques par an, 300 $ pièce, mais ça sauve des vies. Pour les moteurs, céramique à base de zircone ou nitrure de silicium. Voici la turbine d'un turboréacteur. Gaz à 1640 degrés Celsius, aube tournant à 50 000 tours par minute. Le métal fond, pas la céramique, conductivité thermique 2 fois moindre, oxydation minimale. Fabrication. Poudre de zirconium stabilisée à l'yttrium, granulée, pressée, fritée à haute température avec 30% de retrait. On obtient un monolithe sans joint. Dans certains moteurs, les aubes céramiques pèsent 30% de moins, durent plus longtemps. La NASA teste pour l'espace. Ça supporte 500 cycles de refroidissement et de réchauffement. Ou le carbure de silicium pour les pompes. Résistance totale à la corrosion dans les acides. Usure 50 fois moindre que l'acier. Le secret réside dans la transition de phase. Lors de la cuisson, l'argile se déshydrate. Les fondants fondent et lient les cristaux en une matrice. Les additifs. Oxyde d'aluminium pour la dureté, magnésium pour la plasticité. L'impression 3D permet désormais de créer des formes complexes, pour les prothèses ou la protection thermique de SpaceX. Inconvénient, la fragilité. Ça tombe, ça casse. Mais le renfort par fibre agit comme un composite verre plastique. La Chine domine.
70% du kaolin mondial, 10 milliards de dollars d'exportation. En Europe, Ceramtech, Kyocera. Un fait marquant, la première ceinture de mitrailleuse en céramique des années 40 arrêtait près de 13 mm, mais trop lourde. Aujourd'hui, des boucliers ultra légers. La céramique pour blindage et moteur n'est pas l'invention d'un génie solitaire. C'est une évolution des guerres jusqu'à l'espace. Tout commence en 1918. Le major britannique Neville Monroe Hopkins remarque que l'acier recouvert d'une fine couche d'émail, autrement dit de céramique primitive, arrête mieux les balles que le métal nu. Testé pendant la Première Guerre mondiale, une révolution, car la céramique brise le projectile au lieu de le laisser passer. La véritable percée a lieu en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, brevette le blindage céramique moderne, plaque d'oxyde d'aluminium ou mosaïque de carreaux sur fibre de verre de rond. Le principe est simple. La céramique dure pulvérise la balle. L'énergie est absorbée par le support. Au Vietnam, en 1965, on l'attribue aux pilotes d'hélicoptères. Première utilisation au combat contre les armes légères. L'armée américaine a évolué vers l'ESAPI. Le carbure de bord, 2 fois plus léger que l'acier. La céramique sauve des vies. Plus d'1 million de plaques sont vendues chaque année dans le monde. Chacune en carbure de silicium ou de bore. 6 kg dans un gilet. La balle frappe, la céramique se fissure. Mais le Kevlar absorbe l'énergie. Le soldat survit. Et si je vous disais que le saphir est aussi une céramique? Du saphir synthétique, certes. Une fine poudre d'oxyde d'aluminium, la même que dans le corindon avec lequel on polit les diamants. On en fabrique du saphir artificiel, pas un joyau, mais un verre ultra résistant pour les viseurs et les blindages. Le procédé? Comme cuire un biscuit d'une dureté extrême à des températures infernales. D'abord, on tamise la poudre pure. On y ajoute 0,1% de magnésie pour la stabilité. Ensuite, l'essentiel, la méthode Kyropoulos ou Xokralski. On verse la poudre dans une nacelle de platine. On fait le vide. On chauffe jusqu'à 2050 degrés dans un four à éléments de molybdène. La température monte lentement, de 3 à 5 jours, jusqu'à ce que tout se transforme en lave translucide. Par le haut, on descend une graine, une tige monocristalline de saphir. On retire la graine très lentement, 1 ou 2 mm à l'heure seulement, en la faisant tourner comme une barbe à papa. Le bain fondu cristallise autour. Un cylindre se forme. On refroidit pendant 2 semaines, pour éviter qu'il ne se fissure sous le choc thermique. Le boule obtenu est transparent comme de l'eau, dureté 9 sur l'échelle de Mohs, résistance de 400 cassis en compression. On découpe au laser ou au disque diamanté, en plaques destinées aux viseurs de vision nocturne. Dans le M1 Abrams, les lentilles de saphir des viseurs résistent à 648 degrés lors d'une explosion. Chaque année dans le monde, des millions de personnes injectent dans leur maison un liquide qui se transforme en quelques secondes en un bouclier d'air solide. Il se dilate jusqu'à 30 fois son volume, bouillonne, chauffe presque jusqu'à la température de l'eau bouillante. Et c'est précisément à cet instant que tout se joue. La chaleur s'échappera-t-elle vers l'extérieur ou restera-t-elle emprisonnée pour des décennies? Mais pourquoi une fine couche de ce matériau isole-t-elle mieux que d'épaisses parois de laine ou de béton? Comment cet air plastique rend-il les réfrigérateurs rigides, les toitures chaudes et les factures énergétiques sensiblement plus légères? Il y a là une astuce chimique cachée à laquelle on ne pense presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout et vous découvrirez ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette mousse durant les premières secondes de sa naissance.
La production d'isolation en polyuréthane repose sur une réaction entre deux composants liquides principaux, que l'industrie désigne conventionnellement par les côtés A et B. Le côté A se compose généralement d'isocyanate, tandis que le côté B est un mélange de polyols, de catalyseurs, d'additifs inifuges et d'agents gonflants. Lorsque ces deux liquides se rencontrent dans la chambre de mélange du pistolet pulvérisateur ou à l'intérieur du moule de production, une réaction exothermique vigoureuse se déclenche, dégageant une quantité considérable de chaleur. La température durant la réaction peut rapidement grimper jusqu'à 65, voire 93 degrés Celsius. Sous l'effet de cette chaleur, l'agent gonflant présent dans le mélange commence à s'évaporer instantanément, créant des milliards de bulles microscopiques. Ces bulles font gonfler le mélange liquide comme une pâte levée, mais à une vitesse bien supérieure. En quelques secondes à peine, le volume initial du liquide peut être multiplié par 30, 50, voire 60. Il en résulte une structure où seuls 2 à 5% du volume sont occupés par l'armature polymère solide, les 95 à 98% restants étant constitués de gaz emprisonnés dans des cellules fermées. C'est précisément cette structure à cellules fermées qui rend la mousse de polyuréthane si efficace. Dans les isolants traditionnels, comme la laine minérale, l'air peut circuler librement entre les fibres, ce qui réduit les propriétés isolantes. Dans le polyuréthane, en revanche, chaque bulle forme une capsule hermétique. Le gaz à l'intérieur de ces capsules conduit la chaleur bien moins efficacement que l'air ordinaire. Dans le système de mesure américain, l'efficacité de l'isolation est évaluée par l'indice Air Value, par pouce d'épaisseur. La mousse de polyuréthane à cellules fermées affiche l'un des indices les plus élevés, de R6 à R7 par pouce, tandis que la fibre de verre n'atteint qu'environ R3,5. Dans la pratique, le résultat est impressionnant. Lors de l'isolation d'un bâtiment résidentiel, l'opérateur utilise un équipement spécial à haute pression qui achemine les composants par des tuyaux chauffants jusqu'au pistolet pulvérisateur. La pression dans le système peut atteindre de 453 à 700 livres par pouce carré. Lorsque le mélange atteint la surface du mur, il ressemble à un fin film humide, mais en une fraction de seconde, il commence à bouillonner et à se dilater, comblant chaque fissure, chaque pouce d'espace entre les poutres. Grâce à son excellente adhérence, la mousse se fixe au bois, au métal ou au béton, de façon quasi permanente, créant non seulement une barrière thermique, mais aussi une barrière d'étanchéité à l'air. Au-delà du bâtiment, cette technologie est essentielle pour la fabrication des réfrigérateurs. Si vous examinez la paroi d'un réfrigérateur domestique moderne, son épaisseur n'est que d'environ 2 pouces. À l'intérieur de cet espace se trouve de la mousse de polyuréthane solidifiée. Lors de la fabrication du réfrigérateur, les composants liquides sont versés dans la cavité, entre l'enveloppe métallique externe et le revêtement plastique intérieur. La mousse se dilate à l'intérieur, créant une pression interne considérable. Non seulement elle assure une isolation parfaite, permettant de conserver les aliments au frais à 2 degrés alors qu'il fait 26 degrés à l'extérieur, mais elle confère aussi à la structure du réfrigérateur sa rigidité. Sans cette mousse, les parois du réfrigérateur seraient fragiles comme une fine feuille de tôle. L'impact économique de l'utilisation de cet air plastique se chiffre en milliards de dollars chaque année. Grâce à son coefficient R élevé, les propriétaires aux États-Unis peuvent économiser jusqu'à 20% sur leur facture de chauffage en hiver et de climatisation en été. À l'échelle nationale, cela représente une réduction des besoins énergétiques de plusieurs millions de mégawattheures. Par exemple, un simple pouce d'isolation en polyuréthane sur le toit d'un vaste entrepôt de 4 km² peut s'amortir en seulement 2 ou 3 saisons, grâce aux économies de combustible réalisées. La densité du matériau,
constitue également une caractéristique essentielle. Pour l'isolation murale classique, on utilise une mousse d'une densité d'environ 1 kg pour 40 cm. Elle est suffisamment ferme pour résister à de légères pressions, tout en restant légère. Il existe toutefois des mousses renforcées, à densité plus élevée, destinées à l'isolation des fondations ou des toitures praticables. Le processus de fabrication du polyuréthane implique également un contrôle rigoureux de la taille des alvéoles. Plus les bulles sont fines, meilleure est la rétention thermique du matériau. Les catalyseurs modernes permettent de créer des milliards de cellules, mesurant quelques centièmes de pouce. Cela permet d'atteindre une homogénéité du matériau presque parfaite. Lorsque la mousse durcit, elle se transforme en plastique inerte, qui ne pourrit pas, n'attire pas les rongeurs et peut durer aussi longtemps que le bâtiment lui-même, c'est-à-dire plus de 50 ans sans perdre ses propriétés. Ainsi, la technologie de transformation de produits chimiques liquides en mousse solide constitue l'un des outils les plus efficaces de notre époque. En utilisant un minimum de matière et un maximum d'air, l'humanité a appris à créer des boucliers invisibles qui retiennent la chaleur à l'intérieur de nos habitations, maintiennent la fraîcheur des aliments dans les magasins et permettent à d'immenses pétroliers de transporter du gaz naturel liquéfié à des températures extrêmement basses de moins 126 degrés. Il s'agit d'une ingénierie pratique orientée vers la survie et le confort dans un monde où l'énergie devient de plus en plus coûteuse. Bien que la production de mousse soit un procédé chimique, le bilan écologique penche largement en sa faveur. L'énergie dépensée pour fabriquer l'isolation en polyuréthane d'une maison est généralement amortie grâce aux économies de chauffage et d'électricité, en seulement 8 à 12 mois d'utilisation. Sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, l'emploi de cette mousse évite le rejet dans l'atmosphère d'une quantité de dioxyde de carbone 100 fois supérieure aux émissions générées lors de sa propre fabrication. Chaque année dans le monde, des millions de personnes tiennent entre leurs mains des objets d'un blanc immaculé, sans se douter qu'ils ont commencé leur existence sous forme de simple terre. Mais que diriez-vous si je vous révélais que cette terre fut pendant des siècles un secret stratégique, payé au prix de l'or et convoité par les espions? Comment une argile discrète a-t-elle pu conquérir la Chine impériale, transformer l'Europe et se retrouver aujourd'hui dans le papier, les médicaments et les cosmétiques que vous utilisez au quotidien? Il existe une étape méconnue, presque jamais évoquée, qui détermine si l'argile deviendra d'un blanc inestimable ou restera une simple roche. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret que, pendant des décennies, même les usines ont gardé dans l'ombre. L'histoire de l'utilisation du kaolin et de l'argile en général remonte à la nuit des temps et s'explique par les propriétés naturelles de ces matériaux. L'argile a toujours séduit l'homme par sa plasticité, sa blancheur et sa capacité à durcir lors de la cuisson, ce qui en faisait un matériau idéal pour la fabrication de poteries, de matériaux de construction et d'objets décoratifs dès l'Antiquité. Le kaolin, forme particulièrement pure d'argile, se distingue par sa haute teneur en aluminosilicate et sa teneur minimale en fer, qui lui confère sa couleur d'un blanc éclatant. En Europe comme en Chine, son usage s'est intensifié dès le Moyen Âge. En Chine, le kaolin est devenu la base de fabrication d'une porcelaine fine si précieuse qu'elle s'exportait sous forme d'objets de luxe dans le monde entier. Sa blancheur et sa texture délicate permettaient de réaliser des pièces vernissées et homogènes, sans équivalent parmi les autres matériaux. En Europe, dès le XVIIe siècle, le kaolin a commencé à être utilisé pour la fabrication de services en porcelaine. Puis, à l'échelle industrielle,
Il est devenu un composant clé pour l'industrie papetière et céramique. Concernant son utilisation moderne, la découverte des technologies de broyage, de sédimentation et de blanchiment chimique a permis de transformer le kaolin en une poudre fine d'une blancheur élevée et aux propriétés stables. Cela a rendu possible son emploi, non seulement dans la porcelaine, mais aussi comme charge et revêtement pour le papier, qui devenait ainsi glacé, ainsi que dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques, où la pureté, la capacité d'absorption et l'innocuité du matériau sont essentielles. Chaque année, le marché mondial du kaolin fournit une quantité considérable de matières premières, extraites de carrières à ciel ouvert situées dans des gisements à forte teneur en aluminosilicate. L'extraction commence par la préparation du site minier ou de la carrière, où l'on retire la couche superficielle du sol, le bois et les pierres. Puis l'on met à nu les gisements d'argile kaolinique, situés à une profondeur considérable. De puissantes excavatrices et des camions spécialisés transportent la matière première vers les sites industriels pour un premier nettoyage. À ce stade, on élimine les impuretés grossières, telles que les pierres et les inclusions organiques, et l'argile est acheminée vers l'étape suivante de broyage mécanique. Après l'arrivée de la matière première à l'usine, on la divise d'abord en morceaux d'une taille pratique pour le traitement ultérieur. Les gros blocs sont retirés ou broyés à l'aide de concasseurs primaires, ce qui permet d'obtenir un matériau de taille moyenne, facilement acheminable vers les étapes suivantes du traitement. Cette phase est d'une importance capitale, car la granulométrie détermine l'efficacité du broyage ultérieur, de la sédimentation et de la purification chimique. Une attention particulière est portée au contrôle du flux de matières premières, afin d'éliminer la présence de grosses inclusions étrangères, telles que des pierres ou des fragments de matières organiques, susceptibles de s'y être introduits lors de l'extraction. L'étape suivante consiste en un broyage fin du kaolin, jusqu'à l'obtention d'un état poudreux, indispensable pour atteindre une homogénéité et une blancheur élevée. Pour ce faire, on utilise des broyeurs à boulets ou des concasseurs à disque, qui fonctionnent en plusieurs cycles successifs. Dans les broyeurs à boulets, des cylindres rotatifs contenant des billes métalliques ou céramiques réduisent l'argile à la fraction souhaitée, en assurant une répartition uniforme de la taille des particules. Les concasseurs à disque permettent un broyage et une fragmentation supplémentaire des particules, tout en aidant à ameublir le matériau et à éliminer les grumeaux résiduels. Après cette étape, le kaolin se transforme en un matériau fin, presque poudreux, qui présente une structure homogène et une plasticité optimale pour les opérations technologiques suivantes. La poudre de kaolin préparée est dissoute dans l'eau, formant une suspension épaisse qui est dirigée vers l'étape de sédimentation. Dans des réservoirs spéciaux, sous l'action de la gravité, s'opère une séparation des particules selon leur densité. Les impuretés plus lourdes, tels que le sable, les petits cailloux ou les résidus métalliques, se déposent au fond du réservoir, formant un sédiment qui est périodiquement retiré pour être éliminé ou retraité. Les particules plus légères et pures de kaolin restent dans la couche supérieure, où elles sont collectées pour la phase de purification suivante. La sédimentation permet non seulement d'éliminer les impuretés mécaniques, mais aussi de préparer le matériau pour le traitement chimique, augmentant ainsi l'efficacité du blanchiment. Pour atteindre un degré élevé de blancheur et d'homogénéité, on a souvent recours au blanchiment chimique. Cette opération utilise de petites quantités de réactifs chimiques sûrs, notamment des peroxydes ou des acides faibles, qui permettent d'éliminer les impuretés colorées résiduelles, le fer, les matières organiques et autres composés susceptibles d'affecter la couleur et la transparence du produit final. Le blanchiment chimique s'effectue sous contrôle de la température, du temps et de la concentration des réactifs, afin d'assurer une efficacité maximale tout en préservant la structure des particules de kaolin.
Après cette opération, la suspension argileuse subit à nouveau une sédimentation pour séparer les réactifs et les impuretés formées durant le blanchiment, puis le matériau est lavé à l'eau pure, éliminant les résidus de réactifs et renforçant la sécurité du produit pour son utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Le kaolin est ensuite séché et tamisé afin d'obtenir une poudre homogène de granulométrie définie. La sélection de la taille des particules revêt une importance capitale. Les fractions fines confèrent au papier brillance et lissé, tandis que les particules plus grossières sont utilisées dans la fabrication de la porcelaine pour améliorer la plasticité de la pâte. Le contrôle technologique à chaque étape comprend la mesure de la couleur, de la densité, du taux d'humidité et de la composition chimique, ce qui permet d'assurer une qualité constante du produit. Les principaux domaines d'application du kaolin témoignent de sa polyvalence. Dans l'industrie papetière, il sert de charge et de couche de surface, garantissant une blancheur éclatante et une meilleure reproduction des images imprimées. Dans l'industrie céramique, le kaolin constitue un composant essentiel des pâtes à porcelaine où il assure blancheur, solidité et plasticité des pièces. Dans l'industrie pharmaceutique et en médecine, le kaolin est utilisé comme absorbant et excipient dans les comprimés, les antacides et les traitements gastro-intestinaux, ainsi qu'en cosmétique pour les masques et les produits nettoyants, grâce à sa capacité à absorber l'excès de sébum et à purifier la peau. Un matériau souple à partir de pierre. Eh oui, chaque année, des millions de mètres cubes de laine de roche sont produits dans le monde. Mais lorsqu'on la découvre en magasin, elle semble presque inoffensive. Des panneaux jaunâtres légers, des rouleaux, des nattes fibreuses et souples. Ce n'est qu'en visitant l'usine qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple isolant de rayon, mais d'un matériau qui naît presque comme une roche volcanique après une éruption. Je me suis rendu là où la pierre se transforme en une masse aérienne, composée de milliards de fibres fines, capables de contenir le froid, le feu et le bruit. Dans ce type de production, tout commence non pas avec un matériau souple, mais avec de la pierre dure, lourde et brute. La laine de roche prend généralement naissance dans le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales. Ce sont des morceaux noirs ou gris d'apparence banale, qui évoquent davantage du gravier routier qu'un futur isolant thermique pour la maison. Tout débute loin de l'usine, dans les carrières, où le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales sont littéralement découpées de la terre par couches gigantesques. Quand j'arrive sur un tel site, je ne découvre pas un simple trou dans le sol, mais un véritable amphithéâtre de pierre, avec ses terrasses, sur lesquelles rampent lentement d'énormes camions-bennes de plusieurs tonnes. Ici, rien de doux ni de délicat. C'est une étape rude, difficile, où tout commence par des explosions, des foreuses et de la mécanique pure. D'abord, les géologues repèrent les zones où la composition de la roche convient, car pour la laine de roche, ce n'est pas seulement la dureté de la pierre qui compte, mais aussi son équilibre minéral. Ensuite, on fore des puits profonds dans le massif, dans lesquels on place les charges. Après une explosion contrôlée, des pans entiers de roches se fissurent et s'effondrent en énormes blocs. Et c'est précisément à ce moment-là que la carrière s'anime. Des excavatrices au godet de la taille d'une pièce commencent à charger les débris dans des tombereaux. La pierre est ensuite acheminée vers le concassage primaire. Les gros morceaux, qui faisaient encore partie de la paroi rocheuse il y a peu, passent dans de gigantesques concasseurs à mâchoires, où ils sont broyés en fractions plus maniables. Le matériau est alors trié, les éléments indésirables sont séparés,
et l'ensemble est préparé pour le transport vers l'usine. Autrement dit, avant même que la pierre ne devienne une masse fibreuse et souple, elle parcourt un chemin très rude et spectaculaire. De la roche massive à la matière minérale, contrôlée dont naîtra la laine de roche. Les camions les acheminent à l'usine, les déversent dans de grands silos, puis les alimentent dans le système de broyage. Là, la pierre est concassée, triée et mélangée dans les bonnes proportions. À ce stade, la production ressemble encore presque à une carrière. Mais par la suite, tout devient beaucoup plus fascinant. Après préparation, la matière première est introduite dans le four de fusion. Et c'est là que commence ce pourquoi j'adore ce type d'usine. La température à l'intérieur du four grimpe jusqu'à environ 1500 degrés Celsius. La pierre, encore dure et froide il y a peu, commence à perdre sa forme, à s'affaisser, puis se transforme en une masse épaisse et incandescente. On dirait que quelqu'un a appris à une montagne à couler. Le flot de matière minérale liquide irradie d'une lumière orange vif et évoque la lave, non pas dans le cratère d'un volcan, mais au cœur industriel de l'usine. Et voici mon moment préféré de tout le processus, la formation des fibres. Car la laine de roche n'est ni découpée dans un bloc, ni pressée à partir de poussière, ni soufflée comme de la mousse. Elle est littéralement étirée à partir de la pierre fondue. La masse liquide est dirigée vers des centrifugeuses ou des disques tournant à haute vitesse qui vrombissent à une cadence vertigineuse. Lorsque les gouttes de roche en fusion atteignent ces éléments rotatifs, elles sont instantanément projetées dans toutes les directions et étirées en filaments fins. Cela ressemble beaucoup à la fabrication de barbe à papa, sauf qu'ici, au lieu de sucre, c'est de la pierre. Et au lieu d'une machine foraine, c'est un équipement industriel fonctionnant à des températures où le métal commence à rougeoyer. Tout autour règne un air brûlant, le rugissement des turbines et la sensation d'être à l'intérieur d'un moteur géant. Les fibres volent dans l'air en nuages, tandis que de puissants flux d'air les saisissent et les dirigent vers la chambre de formage. C'est là que naît ce fameux tapis minéral duveteux, qui deviendra ensuite des panneaux pour l'isolation des toitures, des façades et des cloisons. Mais pour l'instant, c'est encore une masse très instable, molle, chaotique, presque comme une pelote de toile d'araignée minérale brûlante. Pour que ce nuage fibreux se transforme en véritable matériau de construction, on y ajoute des liants. Ils sont pulvérisés de manière très uniforme, recouvrant les fibres d'une fine couche. Tout cela vient ensuite se déposer sur un tapis roulant sous la forme d'un épais matelas fibreux. Et c'est là que je peux littéralement voir le futur isolant prendre forme. Au début, il est gonflé et volumineux, semblable à un nuage minéral, mais il passe ensuite sous un système de rouleaux et de cadres de calibrage qui lui donne son épaisseur exacte. Après cela, le matériau est envoyé dans un four de polymérisation. Ce n'est ni une fusion, ni un séchage au sens domestique du terme. C'est ici que se fixe la structure interne. Sous l'effet de la température, les composants liants durcissent et le matelas fibreux acquiert une forme stable. Si jusqu'à ce moment la laine de roche ressemblait à une masse duveteuse, après le four elle se comporte déjà comme un produit industriel fini. On peut la découper, la presser, la transporter et la monter sur les chantiers. C'est un vrai plaisir de voir comment le matériau passe d'une masse informe à une géométrie très précise. Après le traitement thermique, d'immenses panneaux se déplacent sur la ligne de découpe. Des couteaux et scies automatiques les découpent au format standard avec une précision millimétrique. C'est là que débute une toute autre esthétique. Plus de feu ni de fusion, place à l'ingénierie pure. Les panneaux sont nivelés, emballés, compressés pour le transport, enveloppés de films plastiques et expédiés. Et tout cela a une cadence telle qu'on peine à suivre du regard le passage d'une étape à l'autre. Ce qui me fascine particulièrement avec la laine de roche, c'est qu'elle ressemble à quelque chose de léger et doux,
alors qu'elle provient en réalité de roches volcaniques fondues. Il y a là un paradoxe industriel. L'un des matériaux de construction les plus doux au toucher naît dans l'un des environnements les plus brutaux qu'on puisse imaginer dans une usine. Chaleur intense, poussière, vibrations, vacarme, centrifugeuse, four, convoyeur, et au final, un matériau qui s'effacera ensuite tranquillement derrière une plaque de plâtre ou une façade pour accomplir son travail en silence pendant des décennies. Et il y a encore un aspect qui se ressent vraiment sur le site de production. La laine de roche n'est pas seulement appréciée pour son isolation thermique. Elle atténue également très bien le son et joue un rôle crucial pour la sécurité incendie. Car contrairement à de nombreux isolants polymères, elle est fabriquée à partir de minéraux qui ont déjà subi une chaleur extrême à l'usine. Cela signifie que dans une vraie maison ou un bâtiment industriel, elle agit non seulement contre le froid, mais aussi comme barrière contre le feu. Difficile de croire qu'il y a quelques minutes à peine, c'était une masse rocheuse liquide, semblable à de la lave. Et c'est précisément là tout l'intérêt de ce genre de visite. On se met à regarder les choses ordinaires autrement. Car après une telle usine, la laine de roche ne ressemble plus à un truc pour les travaux. Elle ressemble à un produit d'ingénierie très sérieux, qui a traversé le feu, les centrifugeuses et des dizaines de machines, pour ensuite rester discrètement dans un mur et vous préserver la chaleur en hiver. Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans un endroit où tout autour est blanc, comme si nous avions atterri sur le plateau de tournage d'un film se déroulant sur une lointaine planète enneigée. Mais à la place de la neige, ce sont des roches. Nous parlons aujourd'hui du calcaire. On pourrait croire qu'il n'y a rien de fascinant dans ce morceau de roche blanche que nous avons tous vu à l'école près du tableau. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Nous nous trouvons actuellement au fond d'une carrière gigantesque, où l'ampleur de l'exploitation fait battre le cœur un peu plus vite et trembler la caméra d'émerveillement. Le calcaire est le fondement de notre civilisation, au sens propre du terme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment des montagnes entières se transforment en routes, en bâtiments, et même en quelque chose que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, sans même vous en douter. Si l'on rassemblait tout le calcaire que l'humanité extrait en une année, on obtiendrait une montagne de plus de 5000 mètres de haut, presque l'Elbrouz, mais entièrement composée de coquilles de mollusques antiques. La production mondiale totale dépasse 5 milliards de tonnes par an. C'est tellement colossal que si nous chargions cette pierre dans des wagons de marchandises standards, le train ainsi formé ferait plus de 30 fois le tour de l'équateur terrestre. Regardez autour de vous. Ces terrasses blanches, qui descendent en profondeur, évoquent d'antiques amphithéâtres, sauf qu'au lieu de gladiateurs, ce sont d'immenses excavateurs qui y œuvrent. Chaque gradin de ces terrasses mesure près de 15 mètres de hauteur. C'est comme un immeuble de 5 étages, taillé dans la roche massive. Pour détacher un fragment de cette paroi, une simple pioche ne suffirait pas. On a recours ici au forage et au dynamitage. Des machines spécialisées percent des trous profonds, où l'on introduit un mélange explosif qui fait littéralement voler la roche en milliers de fragments, petits et moins petits. Quand une telle explosion se produit, le sol tremble sous nos pieds, comme si un troupeau de mammouths venait de passer. Mais ce que nous voyons n'est déjà que le résultat. Des montagnes de roches qu'il faut maintenant évacuer. C'est alors qu'entrent en scène les véritables maîtres de ces chemins, les tombereaux de carrière. Une seule de leurs roues pèse plus lourd que 3 de mes voitures réunies. Ces géants transportent 40, voire 60 tonnes de roches d'un seul coup. Quand un tel monstre passe à proximité, un nuage de poussière blanche s'élève et recouvre tout alentour. C'est précisément ce calcaire, cette roche qui, il y a des millions d'années, était le fond d'un océan chaud. Songez un instant, nous marchons aujourd'hui sur les restes de coquillages,
de coraux et de squelettes de créatures marines qui vivaient ici bien avant l'apparition des premiers hommes. C'est un véritable portail temporel que nous réduisons en gravier. Une fois chargées, les pierres partent vers le concasseur primaire. C'est une immense gueule d'acier qui broie des blocs de la taille d'un réfrigérateur en morceaux que l'on peut tenir dans la main. Le bruit y est si assourdissant que même avec un casque anti-bruit, vous le ressentez dans tout votre corps. Du concasseur, le calcaire tombe sur un tapis roulant. C'est comme un fleuve infini qui charrie l'or blanc de la carrière vers les installations de tri. La longueur de ce convoyeur dépasse 3000 mètres dans cette usine. Il serpente à travers collines et ravins, acheminant la matière première jusqu'aux ateliers de traitement. L'étape suivante, le tri par calibre. La pierre passe au crible de tamis géants qui vibrent à une cadence vertigineuse. À la sortie, on obtient différentes granulométries, depuis les gros moellons destinés à consolider les berges ou construire des digues, jusqu'au sable fin. Mais le plus fascinant commence là où l'on prévoit de transformer le calcaire en autre chose. En chaux, par exemple. Pour cela, la pierre est envoyée dans des fours. Ce sont d'immenses tours où règne une température supérieure à 1100 degrés Celsius. À l'intérieur, se produit une réaction chimique. Le calcaire se décompose, libérant du dioxyde de carbone et nous laissant de la chaux vive. C'est une substance très agressive qui, au contact de l'eau, se met à bouillir en dégageant une quantité phénoménale de chaleur. J'ai vu comment on pourrait faire cuire un repas dans de telles fosses, même si je vous le déconseille vivement si vous tenez à vos casseroles et à votre santé. Pourquoi avons-nous besoin de tant de chaux, me demanderez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Sans elle, aucune structure métallique moderne n'existerait. En métallurgie, le calcaire est utilisé comme fondant. Il attire à lui toutes les impuretés indésirables du fer en fusion, les transformant en scories que l'on évacue ensuite tout simplement. Autrement dit, chaque rail, chaque automobile et chaque charpente de gratte-ciel ont été purifiés par cette pierre blanche. Mais ce n'est pas tout. Si nous nous tournons vers l'agriculture, nous constatons que la farine calcaire sauve les sols acides. On l'épand dans les champs pour que les plantes puissent mieux assimiler les nutriments. Il s'avère donc que la pierre extraite des carrières nous aide à cultiver le blé et le maïs. Penchons-nous maintenant sur l'industrie agroalimentaire, car c'est là que commence une véritable histoire de détective. Vous êtes-vous déjà demandé comment on rend le sucre si blanc et si pur? Eh bien, c'est grâce au lait de chaux. Lorsqu'on transforme la betterave sucrière en jus, cela ressemble à un liquide marron et trouble que vous n'auriez certainement pas envie d'ajouter à votre café. Mais après purification à la chaux, toutes les impuretés se déposent et l'on obtient un sirop limpide et transparent. Alors, chaque fois que vous mettez une cuillère de sucre dans votre tasse, pensez à ces carrières blanches et à ces excavatrices géantes. Elles travaillent même pour votre dessert. Nous passons maintenant devant l'atelier où le calcaire est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre est ajoutée au papier pour le rendre dense et blanc. On l'ajoute aussi au plastique, à la peinture, au caoutchouc des pneus de votre voiture. C'est une charge universelle qui permet d'économiser des matières premières plus coûteuses, tout en améliorant les propriétés des produits. Le calcaire est partout. Vous êtes littéralement assis dessus, vous écrivez dessus, et vous regardez des murs peints grâce à lui. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hommes se relaient, les machines se ravitaillent, et le tapis roulant continue d'avancer, imperturbable, charriant sa cargaison de pierres. C'est comme un grand organisme mécanique qui ne dort jamais. Si le concasseur s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'effondre en 1 heure, jusqu'à l'expédition du produit fini. L'aspect écologique mérite qu'on s'y attarde.
L'extraction de la pierre, c'est toujours une intrusion dans la nature, mais les usines modernes s'efforcent de compenser. J'ai vu d'anciennes carrières transformées, une fois les travaux terminés, en magnifiques lacs ou en parcs. Les terrasses sont reboisées, et 10 ans plus tard, on peine à croire que des artificiers y ont un jour travaillé. C'est la pratique normale dans le monde civilisé. Prendre à la nature ce dont nous avons besoin, mais laisser derrière nous quelque chose de viable. Merci de m'avoir accompagné dans ces labyrinthes blancs. Nous avons encore devant nous bien des usines fascinantes, où le métal fond et où la pierre reprend vie. Construisez solidement, vivez intensément, et souvenez-vous que même les choses les plus simples sous nos pieds ont leur histoire extraordinaire qui mérite d'être racontée. Rendez-vous dans les prochains épisodes, où nous dénicherons à nouveau quelque chose d'immense, de retentissant et d'incroyablement captivant. À bientôt sur de nouveaux sites, où ensemble nous explorerons comment fonctionne ce monde dans ses plus grandes manifestations.